Il existe une chance pour que notre galaxie entière de la Voie lactée soit située dans un prétendu vide spatial. C'est une région où il y a relativement peu de matière par rapport à d'autres coins de l'univers connu. Elle est donc beaucoup moins dense qu'ailleurs. En d'autres termes, nous pourrions exister dans une sorte de bulle d'air dans un gâteau. Si tel était le cas, cela signifierait que nous sommes encore plus seuls que nous le pensions. Dans notre univers, toutes les galaxies s'éloignent constamment les unes des autres. Pour comprendre à quelle vitesse elles s'éloignent, les chercheurs ont recours à une chose appelée la constante de Hubble-Lemaître. C'est comme un compteur kilométrique, mais à l'échelle galactique. Toutefois, il existe un mystère cosmique surnommé la tension de Hubble. Cela remet en question ce que nous pensions savoir de l'expansion de l'univers. Les scientifiques considéraient autrefois la constante de Hubble-Lemaître comme un guide fiable, mais nos observations récentes remettent cette fiabilité en question. Les vitesses que nous observons dans la réalité ne correspondent pas aux distances que nous avions calculées et projetées. On ne sait pas pourquoi ces mesures ne correspondent pas. Des chercheurs ont suivi les mouvements des supernovas et ont constaté que l'univers semblait s'agrandir plus rapidement autour de nous que dans son ensemble, comme s'il nous évitait exprès. Après avoir pris cela en considération, on a commencé à supposer que nous pourrions tous vivre dans un vide cosmique. Les vides cosmiques sont de vastes espaces de vide entre les galaxies. Ils font ressembler notre univers entier à une grande éponge. Mais revenons au début, juste une fraction de seconde après le Big Bang. Juste après le commencement de tout, l'univers n'était qu'un plasma chaud et comprimé. Il ne présentait que de très petites variations de densité, appelées fluctuations quantiques. Après le Big Bang, l'univers a commencé à s'étendre. Ces fluctuations quantiques se sont développées avec lui, créant des régions où la densité de la matière varie. En raison de cela, l'univers ne s'est pas dilaté de manière uniforme partout. À la place, de petits amas de matière ont commencé à se regrouper, créant au fil du temps d'énormes structures, les galaxies. Celles-ci sont disposées en grands murs et filaments avec d'énormes écarts entre elles. Et ces écarts sont les vides, également connus sous le nom d'espaces sombres. Ces vides ne sont pas exactement vides. Ils recèlent en réalité plus de 15% de la quantité de matière que l'on trouve en moyenne dans l'ensemble de l'univers. Ils contiennent encore du gaz, de la poussière, de la matière noire, et même des étoiles et des galaxies. Cependant, ils ont une densité de matière très inférieure à celle des régions où se concentrent les galaxies, environ 1/10 de celle-ci. C'est pourquoi nous les considérons comme pratiquement vides. En général, leur diamètre varie de 30 à 300 millions d'années-lumière. C'est une distance énorme, même à l'échelle spatiale. Pour comparaison, la plupart des planètes et des nébuleuses que nous avons découvertes jusqu'à présent se situent à des centaines et plus rarement à des milliers d'années-lumière de nous. Dans le cas des vides galactiques, si vous étiez au milieu de l'un d'eux, vous ne verriez qu'une obscurité apparemment éternelle. Les étoiles les plus proches seraient tellement éloignées qu'elles vous seraient presque invisibles. Certains d'entre eux sont particulièrement vastes. Ils sont connus sous le nom de supervides. Le plus grand connu a été baptisé de manière très inspirée, le vide géant. Il est si grand qu'il nous est impossible de le concevoir, à une distance d'1,5 milliard d'années-lumière et avec un diamètre d'1 à 1,3 milliard d'années-lumière. Oui, c'est essentiellement un immense vide obscur. Mais même cet immense vide n'est pas entièrement creux. Le vide géant abrite 17 amas de galaxies différentes dans son étendue. Toutefois, ce n'est peut-être pas le plus grand vide de notre univers. Il existe également une chose appelée le point froid. C'est une zone inhabituellement grande et froide de notre univers que nous avons observée au moyen de micro-ondes. Elle ressort vraiment sur la carte de notre cosmos avec ses températures étonnamment basses. Et les scientifiques ont passé de nombreuses années à essayer de comprendre de quoi il s'agit. En 2015, des scientifiques ont suggéré que cet endroit pourrait être un supervide et probablement le plus grand jamais découvert. Faisant preuve d'encore plus d'originalité avec celui-ci, ils l'ont surnommé le Grand Vide. Si tout cela est avéré, cet endroit serait un vide d'environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, environ 1000 fois plus grand que les vides typiques. Tout le monde ne pense pas que ce soit possible, de sorte que les chercheurs continuent de débattre à son sujet. Il existe une autre théorie intéressante sur cet endroit. Un chercheur a suggéré qu'il pourrait être une trace de notre collision avec un monde parallèle. C'est une hypothèse assez audacieuse, mais malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen pour nous de la confirmer ou de la réfuter avec nos technologies actuelles. En tout cas, à mesure que l'univers s'étend,
ces vides grandiront, et les parois reliant les amas galactiques s'étireront et se rompront. Finalement, les vides fusionneront, laissant ces amas de galaxies liés par la gravité comme des îlots dans un vide grandissant. En d'autres termes, tôt ou tard, le grand vide englobera tout dans notre univers. Eh bien, il s'avère que nous pourrions être une rare exception au sein d'un super vide, qui ne représente que 15% de la matière totale. Ceci expliquerait pourquoi nous sommes entourés de relativement peu de galaxies. Cette découverte, si elle est avérée, remet en question le modèle standard de la cosmologie que nous avons créé sur la base des travaux d'Albert Einstein. Cela signifierait que la gravité en général se comporte différemment de ce à quoi nous nous attendions. Selon le modèle standard, une sous-densité aussi significative ne devrait pas exister. En raison de cela, les scientifiques vont devoir considérer et explorer cette idée en profondeur. Elle pourrait bien remettre en question les bases mêmes de notre compréhension de la physique. Les scientifiques l'ont appelé le vide KBC. Et cette découverte pourrait receler des indices capables d'expliquer le paradoxe de Fermi. Peut-être que dans cette partie spécifique de l'univers, où nous nous trouvons, la probabilité que la vie intelligente se développe quelque part à proximité est extrêmement faible. Peut-être que tous les êtres doués de conscience se trouvent quelque part au-delà de notre supervide. Mais cela ne signifie pas que nous devrions perdre espoir, ou que la vie quelque part à proximité soit impossible. En fait, la vie dans l'univers pourrait être beaucoup plus commune que nous ne le pensions auparavant. Nous savons que les planètes internes, comme Mercure et Vénus, sont inhospitalières en raison de leurs conditions extrêmes. Néanmoins, Vénus semble digne d'intérêt car, même si la toxicité de cette planète est insensée, les astronomes pensent qu'elle aurait pu ressembler beaucoup à la Terre dans le passé. Elle aurait même pu abriter la vie, hélas. Elle se trouvait trop proche du Soleil, et toutes ces bonnes conditions se sont évaporées avec le temps. Mais il existe une possibilité que la vie microbienne subsiste dans ces nuages de haute altitude. Mars, un désert froid, aurait également pu être un endroit plus accueillant dans le passé, avec des rivières et des lacs. Bien qu'il lui manque à présent une atmosphère protectrice, une vie ancienne aurait pu exister là-bas. Dans ce cas, elle aurait potentiellement laissé quelques fossiles, et des microbes souterrains pourraient toujours y survivre. Nous avons découvert certains indices de leur présence, mais nous débattons toujours pour savoir si ces traces étaient vraiment de nature organique ou non. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, et les géantes glacées ne sont pas idéales pour la vie, mais leur lune offre quelques espoirs. Europe possède un océan sous sa surface gelée, ce qui en fait une candidate potentielle. Encelade rejette même de l'eau dans l'espace, comportant des molécules complexes, qui laissent présager des possibilités intéressantes. Et Titan est tout à fait unique en son genre. Il présente des cours d'eau à sa surface, des rivières et des lacs d'hydrocarbures. Bien que ces températures glaciales ne soient guère propices à la vie, les chercheurs se demandent s'ils pourraient abriter une vie chimiquement différente. Pourtant, il nous faudra des décennies afin d'inspecter tous ces corps célestes et de les étudier correctement. Nous n'avons rien envoyé là-bas depuis l'époque de Voyager 2. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions explorer l'ensemble de notre système solaire au cours du XXIe siècle. Dans tous les cas, il y a beaucoup de potentiel pour la vie, même dans notre seul système solaire, sans même mentionner toutes les planètes et galaxies que nous avons découvertes à proximité. Nos estimations suggèrent que l'univers observable, celui que nous pouvons voir donc, pourrait abriter environ 5300 milliards de mondes habitables. L'une des candidates les plus probables jusqu'à présent est Kepler 180 6F. C'est une planète potentiellement semblable à la Terre, seulement 10% plus grande que celle-ci. Elle orbite autour d'une naine rouge, qui est une étoile un peu plus sombre, plus froide, mais avec une plus grande longévité que notre Soleil. Et elle ne se trouve qu'à environ 490 années-lumière, ce qui peut sembler beaucoup, mais souvenez-vous des distances que nous avons évoquées avec les supervides. Alors, même si nous nous trouvons vraiment dans un supervide, nous avons encore la chance d'avoir de nombreuses galaxies et planètes autour de nous. Et si un jour nous trouvons un moyen de voyager à travers l'univers, quitter le vide KBC sera probablement à notre portée. Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps.
Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les 2 principaux candidats sont une étoile à neutrons, ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre 2 d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre 2 étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces 2 astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient encore produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant,
ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir, dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. Il y a probablement 36 autres civilisations présentes dans la Voie lactée, et plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable. Les conditions pour la vie sont présentes partout dans l'espace. Alors où est tout le monde ? Le physicien nucléaire Enrico Fermi a posé exactement la même question lors d'une pause déjeuner avec ses collègues en 1950, ce qui a conduit à l'un des paradoxes les plus déroutants de l'univers. Même s'il y a une énorme probabilité que des civilisations extraterrestres existent, nous n'en avons toujours pas trouvé de preuves. Mais nous avons dans l'hypothèse dite du zoo une explication possible. Selon celle-ci, des sociétés extraterrestres avancées existent et savent exactement qui nous sommes et où nous sommes, mais choisissent intentionnellement de rester cachés. Ils nous observent tout simplement vivre nos vies étranges, comme si nous étions dans une sorte de zoo cosmique, et ils pourraient avoir de bien mauvaises intentions. Si vous êtes fan de Star Trek, vous devez vous souvenir de la règle principale pour les membres de la Fédération.
Les officiers de Starfleet ne doivent pas entrer en contact avec les espèces peu avancées afin de ne pas perturber leur développement, même si cela signifie risquer leur propre vie. Il s'agit d'une fiction, mais cette règle nous dit bien ce qu'est l'hypothèse du zoo. Les êtres d'autres régions de l'univers nous voient comme dans un zoo cosmique, et c'est à sens unique. Ils peuvent nous regarder nous brosser les dents ou promener notre chien, mais nous ne pouvons pas du tout les voir. Selon cette théorie, les formes de vie non terrestres gardent délibérément leur distance avec nous, conformément à une politique de non-ingérence dans le vaste voisinage cosmique. C'est comme si tous ces êtres super intelligents avaient convenu que nous devions avoir la liberté de façonner notre propre avenir et notre propre destin, en suivant notre propre développement, sans contamination extérieure. L'idée, c'est que ces civilisations super avancées pourraient avoir environ 500 millions d'années d'avance sur nous, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons aucun signe d'elles. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car les humains pourraient facilement être détruits ou être même assimilés par une telle puissance cosmique, un peu comme dans Independence Day. Aussi intéressant que soit pour nous la visite des musées d'art, les extraterrestres ont sans doute mieux à faire que de nous regarder fixer la Joconde pendant des heures. Nos spectateurs interplanétaires se pressent probablement davantage au guichet des nouvelles technologies afin de jeter un œil sur nos satellites ultramodernes. Selon la théorie du zoo, ils n'entreront pas en contact avec nous tant que nous n'aurons pas atteint un certain niveau. Améliorer notre technologie et notre sagesse pourrait donc être le seul moyen de leur montrer que nous sommes mûrs et que nous n'avons plus besoin de leur tutelle spatiale. Or, il est difficile d'adhérer à l'hypothèse du zoo pour plusieurs raisons. Oui, les extraterrestres pourraient garder leur distance parce que nous ne sommes pas assez avancés. Mais il n'est pas facile d'expliquer pourquoi ils continuent d'ignorer toutes nos tentatives de communication. Même si les gardiens de zoo font de leur mieux pour ne pas intervenir dans la vie des animaux, je parie qu'ils n'ignoreraient pas un ours qui se mettrait soudain à articuler clairement son désir de communiquer. C'est la raison pour laquelle nous tentons sans cesse de provoquer une réaction chez les extraterrestres avec nos signaux radio. En 2017, dans une vallée située à 13 km au sud-est de la ville norvégienne de Tromsø, une antenne radar a transmis une musique électronique spécialement composée pour un auditoire intergalactique. La région visée était celle de JJ 273, également connue sous le nom d'étoile de Luyten. C'est une petite naine rouge située à 12 années-lumière de notre système solaire. Comme les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière, nous devrons attendre plus de 2 décennies avant de chercher une réponse. Mais le problème avec les ondes radio, c'est que nous ne savons pas exactement où chercher. Des civilisations pourraient se trouver à plus de 17 000 années-lumière. Et nous ne savons pas quelle fréquence radio les extraterrestres utilisent pour discuter. De la Terre, nous utilisons le spectre radio pour envoyer des signaux dans l'univers. Nous nous disons que ce qui fonctionne pour nous pourrait tout aussi bien fonctionner pour d'autres. Mais en fait, il est très possible qu'il s'agisse d'une technologie obsolète pour ces sociétés avancées. C'est pourquoi nos scientifiques cherchent à présent d'autres formes de technosignature, des signes d'activité technologique. Lumières urbaines, panneaux solaires, mégastructures ou satellites artificiels. Ils étudient également l'atmosphère des planètes qui orbitent autour des étoiles proches. Car une civilisation avancée pourrait très bien modifier son atmosphère avec différents gaz et la rendre ainsi détectable. Mais en dépit de décennies d'observation, nous n'avons toujours pas de preuve que des civilisations extraterrestres existent, bien que ça ne veuille pas dire qu'elles n'existent pas. Même en élargissant notre champ de recherche, nos chances sont beaucoup plus grandes de gagner au loto que de découvrir une civilisation extraterrestre. Environ une chance sur 3 milliards. Des créatures spatiales répondent peut-être à nos tentatives de communication, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. L'univers existe depuis plus de 13 milliards d'années, tandis que les humains sont apparus il y a seulement 200 000 ans, ce qui représente environ 0,01% de l'âge de l'univers. Il est donc possible que notre développement en soit encore à un stade beaucoup trop bas pour que nous puissions comprendre les messages d'autres êtres super intelligents. Nous continuons d'attendre qu'un immense ovni atterrisse sur Terre et que des extraterrestres verts aux grands yeux en sortent.
mais il est possible que nos voisins intergalactiques soient davantage intéressés par la construction de nanotechnologies à des fins de surveillance. Ils pourraient également essayer de communiquer en utilisant des neutrinos, des particules subatomiques d'une masse extrêmement réduite, capables de traverser notre planète sans être détectées par nos dispositifs actuels. L'hypothèse du zoo pose un autre problème. Il est assez difficile de croire que toutes ces civilisations dispersées dans l'univers décident d'un commun accord de ne pas entrer en contact avec les humains. Pour que cela se produise, il faudrait une grande structure, avec une intelligence supérieure, une espèce de chef de l'univers qui obligerait les autres, par un ensemble de règles, à nous tenir à l'écart. Mais il existe des milliards de possibilités que la vie existe, n'est-ce pas? Plus il y a de civilisations, plus il y a alors de chances qu'une de celles-ci enfreigne la règle de non-ingérence. Ainsi, il est tout à fait probable qu'au moins une planète indépendante soit aussi désireuse de trouver de la vie dans l'univers que nous le sommes. Selon certains scientifiques, si une société avancée avait déjà colonisé la Terre et de nombreuses autres planètes, nous serions au courant. Il existe deux autres versions encore plus effrayantes de l'hypothèse du zoo. Dans l'hypothèse du laboratoire, personne ne nous contacte, car l'humanité est en fait soumise à des expériences. Et la Terre est essentiellement un immense laboratoire scientifique. Des créatures d'autres mondes analysent les réponses humaines à divers défis de survie, tels que les tsunamis et les tremblements de terre. Dans ce cas, l'accord de non-ingérence signé par l'ensemble de nos voisins aurait un peu plus de sens, car il existerait au nom de la recherche et du bien commun, leur bien commun, bien sûr. L'hypothèse du planétarium, avancée en 2001, suggère que nous vivons dans un univers artificiel, dans une sorte de réalité virtuelle conçue pour nous donner l'illusion que l'univers est désert, alors qu'il ne l'est pas. Mais aucun générateur existant n'est capable de tester cette hypothèse. En plus des théories du zoo, du laboratoire et du planétarium, il existe une autre explication possible au paradoxe de Fermi. Personne ne nous contacte parce que les humains sont complètement seuls dans l'univers. Ceci est connu sous le nom de l'hypothèse de la Terre rare. Notre situation serait selon elle absolument unique. Aucune autre planète ne serait capable de développer des formes de vie au-delà de la simple bactérie. Nous pouvons donc nous considérer comme assez chanceux, car le moindre changement dans l'un des paramètres de la Terre, comme sa distance par rapport Soleil ou sa vitesse de rotation, pourrait entraîner des conditions trop extrêmes pour la vie en général. Mais il est tout de même difficile de se dire que nous sommes seuls dans ce vaste univers. Nous en revenons donc au paradoxe. Où est tout le monde? Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique.
C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation.
En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace. Il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée. Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour. Ils résultent généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaïa BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaïa BH3 est une étoile très pauvre en métaux. Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs.
Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace, puis sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie. Une telle perte irréversible d'information contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas ? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état. Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable, mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent, connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes,
La majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. La NASA se lance dans la quête des sphères de Dyson. En effet, il a été constaté que 60 étoiles présentèrent des motifs lumineux inhabituels, ce qui pourrait indiquer la présence potentielle d'une technologie extraterrestre à proximité. Une équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle méthode pour détecter les civilisations avancées en recherchant des sphères de Dyson. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse de simples microbes ou de l'humanité, ont besoin d'énergie pour subsister. À mesure que les espèces évoluent, leurs besoins énergétiques augmentent. Nous avons d'abord utilisé le feu, puis le charbon et le pétrole, avant de passer aux panneaux solaires. Imaginez à présent une civilisation extrêmement avancée, ayant épuisé toutes les sources d'énergie disponibles sur sa planète. Quelle pourrait être la solution suivante? Leur étoile haute, qui constitue une source d'énergie presque infinie. C'est ici qu'intervient le concept des sphères de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson dans les années 60. Ce concept envisage la construction, en théorie, d'une structure gigantesque autour d'une étoile afin de capter son énergie, à l'image d'un immense panneau solaire. Une telle technologie pourrait permettre à des civilisations avancées de subvenir aux besoins énergétiques de leur planète, et même d'alimenter des voyages interstellaires. À l'heure actuelle, un tel projet demeure hors de portée pour l'humanité. Toutefois, il est envisageable qu'une autre civilisation dans l'univers ait déjà réussi à le concrétiser. Les scientifiques ont collecté une quantité considérable de données issues des relevés d'étoiles, analysant plus de 5 millions d'objets pour identifier quelques candidates potentielles. Mais il va de soi que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des technologies radicalement différentes. Ainsi, au lieu de chercher d'immenses structures autour des étoiles, les astronomes se concentrent sur la recherche de technosignatures. Ces indices sont des phénomènes inhabituels susceptibles de signaler une activité technologique qui ne peut être attribuée à des sources naturelles connues, telles que les galaxies ou les nébuleuses. Par exemple, une structure comme une sphère de Dyson pourrait émettre un rayonnement infrarouge atypique en raison de la chaleur considérable qu'elle dégagerait en absorbant l'énergie d'une étoile. Parmi les millions d'objets étudiés, 368 ont été retenus comme candidats potentiels, et un filtrage plus strict n'a permis d'en conserver que 7 qui pourraient correspondre à des sphères de Dyson. D'ordinaire, de tels scintillements infrarouges inhabituels résultent d'événements violents dans l'espace, tels que des collisions planétaires qui dispersent de la poussière et des éclats en fusion tout en produisant des motifs lumineux irréguliers appelés disques de débris. Les chercheurs estiment que ces 7 objets pourraient être des étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges, lesquelles sont plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, qui est une naine jaune. Les étoiles de ce type n'ont généralement pas de poussière ou de débris en orbite autour d'elles. Cependant, des analyses supplémentaires, notamment une étude approfondie de la lumière émise, sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Une autre étude a identifié 53 étoiles présentant un excès de rayonnement infrarouge similaire, qui doivent également être examinées de près. Les scientifiques envisagent d'utiliser des instruments sophistiqués, comme le télescope spatial James Webb, pour analyser en détail l'ensemble de ces candidates. Une candidate particulièrement célèbre est l'étoile de Tabi. Les scientifiques lui ont même attribué un surnom comique, inspiré du sous-titre de l'article qui lui était consacré. Where's the Flux? À vous d'imaginer l'acronyme. Cette étoile est un peu plus chaude et massive que notre Soleil. Elle a retenu l'attention de la NASA en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et irrégulières. En effet, au lieu de briller de manière stable,
elles semblent clignoter, à l'image d'une lampe torche qu'on allumerait et éteindrait tour à tour. Au premier abord, on pourrait penser que cela est dû au passage d'une grande planète ou d'une comète devant l'étoile. Cependant, les baisses de luminosité atteignent jusqu'à 22%. Aucune planète ne serait capable de masquer un quart de la lumière d'une étoile, d'où la nature intrigante du phénomène. Une autre hypothèse avance l'idée d'une sphère de Dyson, ou d'une mégastructure similaire. Certains ont également suggéré que ces variations pourraient être dues aux fragments d'une exolune désintégrée en orbite autour de l'étoile. Bien que d'autres astres présentent des phénomènes comparables, aucune preuve tangible ne permet de confirmer ces théories. Pour l'instant, les scientifiques demeurent dans l'incertitude. Les astronomes sont donc en quête de toute structure gigantesque susceptible d'exister. Les formes que pourrait prendre une sphère de Dyson sont multiples. Anneaux, bulles, essaims de satellites, coquilles gigantesques, et bien d'autres encore. Une coquille de Dyson, par exemple, consisterait en une enveloppe rigide entourant totalement l'étoile. Cette option représente la solution la plus extrême, et aussi la plus complexe à réaliser. Si une civilisation avancée avait effectivement construit une telle structure, celle-ci bloquerait complètement la lumière de l'étoile, la rendant invisible à nos yeux. La surface intérieure de cette coquille pourrait être aménagée en habitat, et la gravité pourrait être simulée en faisant tourner l'ensemble de la structure autour de l'étoile. Un essaim de Dyson, en revanche, serait l'option la plus accessible. Un réseau de satellites et d'habitats collectant l'énergie en orbite autour de l'étoile. Cet environnement pourrait s'avérer des plus agréables, les habitants vivant dans un ensemble de stations spatiales ou de petites maisons dispersées au sein de l'essaim. Chaque habitat aurait son propre système de subsistance, avec l'air, la gravité artificielle et les infrastructures nécessaires. Il serait également possible d'y faire pousser des cultures. Et la vue serait spectaculaire. Un ciel toujours lumineux, constellé d'autres habitats visibles à travers l'immensité. Avec l'énergie presque illimitée d'une étoile à disposition, nous pourrions accélérer notre développement, produire d'immenses quantités de matériaux et même terraformer des planètes du système stellaire. Mais la construction et l'entretien d'une sphère de Dyson nécessiteraient des technologies de pointe en robotique et des ressources financières colossales. Un tel projet demanderait des siècles, voire des millénaires, avant d'être concrétisé. Les mégastructures ne sont pas les seules pistes explorées par les scientifiques dans leur quête de vie extraterrestre. Les planètes sont également scrutées avec attention. Pour être considérées comme des habitats potentiels, les planètes doivent présenter certaines caractéristiques. Il faut notamment la présence d'eau liquide, ainsi qu'une source d'énergie capable de déclencher les réactions nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie. Il s'avère que ces conditions ne sont pas particulièrement rares. Nos recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 60 milliards de planètes potentiellement habitables rien qu'au sein de la Voie lactée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de les observer directement ni d'y envoyer de mission. Il nous faut donc recourir à des stratagèmes, comme détecter la présence d'eau et de certains gaz propices à la vie dans leur atmosphère. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des indices pouvant suggérer la présence de vie sur une planète nommée K2-18b, relativement proche, à environ 120 années-lumière de la Terre. Cette planète est 9 fois plus grande que la nôtre et possède des nuages d'eau liquide, bien que son atmosphère soit différente, avec des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyle. Une forme de vie nécessitant de l'oxygène aurait du mal à y prospérer, mais sur Terre, ce sulfure est principalement produit par des organismes vivants comme le phytoplancton. Les scientifiques ont également découvert que des planètes aux orbites inhabituelles et ondulantes pourraient révéler la présence de civilisations extraterrestres avancées. Dans notre système solaire, chaque planète suit son propre chemin orbital, mais l'univers réserve bien des surprises. Selon les modèles, il pourrait exister des planètes partageant la même orbite, à condition qu'elles soient disposées de manière uniforme autour de l'étoile, ce qui limiterait leur influence gravitationnelle mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la configuration en fer à cheval, où les planètes accélèrent et ralentissent les unes par rapport aux autres, adoptant des trajectoires sinueuses. Ces systèmes en fer à cheval pourraient accueillir jusqu'à 24 planètes. Cependant, ce type de configuration, bien que théoriquement possible, reste très improbable sans une forme d'intervention. Normalement, la gravité déstabiliserait de tels systèmes en un rien de temps. Ainsi, la découverte d'un système stellaire où 24 planètes partagent la même orbite pourrait suggérer l'implication d'une civilisation avancée. Il se pourrait aussi que des civilisations extraterrestres,
tentent de nous contacter directement. La recherche d'intelligence extraterrestre a débuté dans les années 60, quand l'astronome Frank Drake a commencé à capter des signaux radio en provenance de l'espace. Aujourd'hui, cette quête continue. Les astronomes restent à l'écoute des radiations parasites, ces ondes radio émises accidentellement dans l'espace par des activités courantes. Récemment, des ondes radio ont été détectées en provenance de Iguazu Ceti b, une planète située à seulement 12 années-lumière. Cela laisse supposer l'existence d'un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des radiations solaires. Cependant, Iguazu Ceti b est probablement trop proche de son étoile pour être habitable. Il existe de nombreux endroits d'où un tel signal pourrait provenir. En effet, il y a 1 millier de systèmes stellaires dans notre galaxie, depuis lesquels il est possible de nous observer. Toutes ces étoiles bénéficient d'une vue privilégiée sur la Terre, lorsqu'elles passent devant le Soleil, facilitant la détection de notre planète par d'éventuels astronomes extraterrestres. Ainsi, plus d'1 millier de systèmes stellaires pourraient être en train de nous observer à cet instant. Si nous les étudions attentivement, nous pourrions peut-être un jour trouver des preuves d'une vie intelligente qui nous observe en retour. La Terre pourrait être au bord d'un changement majeur. Les scientifiques ont découvert qu'environ tous les 200 millions d'années, des comètes se mettaient à pleuvoir sur notre planète. Cette pluie de comètes modifie l'apparence de la Terre, remodèle les continents et augmente l'activité géologique du globe. Nous en sommes au XXe siècle, ce qui signifie que de nouvelles transformations sont imminentes. Pourquoi la Terre a-t-elle une tectonique des plaques actives et des continents, contrairement à toute autre planète? Pour répondre à cette question, les géologues ont analysé des cristaux de zircon. Ces minuscules cristaux, souvent trouvés dans les roches, sont extrêmement résistants et peuvent survivre à des processus géologiques extrêmes qui détruiraient la plupart des autres minéraux. Ces cristaux sont précieux, car ils permettent de déterminer l'âge des roches. Ils contiennent de l'uranium qui se décompose en plomb avec le temps. En mesurant la quantité d'uranium décomposé dans un cristal et la quantité restante, on peut ainsi déterminer l'âge d'un minéral. Cette méthode nous permet donc d'en apprendre beaucoup sur la croûte terrestre et son histoire. Récemment, des géologues ont étudié des cristaux de zircon provenant de 2 des régions les plus anciennes de la Terre, le craton nord-américain du Groenland et le craton de Pilbara en Australie occidentale. Les roches de ces régions ont révélé des informations sur ce qui était arrivé à notre planète pendant l'ère archéenne, entre 2,8 et 3,8 milliards d'années auparavant. C'était une époque tumultueuse où le magma, riche en éléments jusqu'alors inconnus, a percé la surface pour la première fois. Cet événement a transformé à jamais l'apparence de la Terre. En examinant ces cristaux, les scientifiques ont découvert un autre phénomène. Il semble que tous les 200 millions d'années, la Terre commence à former une nouvelle croûte continentale pour une raison mystérieuse. En approfondissant leurs recherches, ils ont réalisé que cela pourrait être lié à notre galaxie. Notre système solaire se trouve dans la Voie lactée, juste ici, dans le bras d'Orion. Un bras est une région qui contient de nombreuses étoiles, du gaz et de la poussière. La Voie lactée en possède plusieurs, de tailles variées, qui s'étendent et s'enroulent vers l'extérieur, donnant à la galaxie son aspect en spirale. Nous sommes situés dans un bras mineur, à environ 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, où se trouve un trou noir terrifiant baptisé Sagittarius A. Cependant, notre système solaire ne reste pas immobile. Il se déplace à une vitesse vertigineuse de 240 km par seconde, suffisante pour effectuer le tour de la Terre 22 fois en 1 heure. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire tourne autour du centre de notre galaxie. Cette période orbitale est appelée une année galactique. Les objets plus proches de Sagittarius A se déplacent plus rapidement, bénéficiant de l'avantage de la voie intérieure. En revanche, les bras spiraux plus éloignés de nous se déplacent beaucoup plus lentement, soit environ 210 km par seconde, ce qui ne correspond plus qu'à environ 19 tours de l'équateur en 1 heure. En raison de cette différence de vitesse, notre système solaire se déplace de part et d'autre des bras spiraux de la galaxie, un peu comme la vague créée par les spectateurs dans un stade. Ce mouvement laisse sa marque à la fois sur le système solaire et sur notre planète. Il existe une vaste région lointaine autour de notre système solaire appelée le nuage de Oort.
Elle se situe à environ 7400 milliards de kilomètres du Soleil, soit l'équivalent de 50 000 allers-retours vers notre astre. Le nuage de Oort est rempli de comètes. Vous ne le savez peut-être pas, mais elles sont beaucoup plus dangereuses pour nous que les astéroïdes ordinaires. Les astéroïdes varient en taille et sont généralement constitués de roches et de métaux. Ils n'ont pas de gaz lumineux autour d'eux et gravitent autour du Soleil dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Si Jupiter, avec sa puissante gravité, ne dévie pas leur trajectoire, ils peuvent parfois atteindre la Terre et causer des ravages. Une comète, en revanche, est un petit objet composé principalement de glace et de roches. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle se réchauffe et libère de la poussière et des gaz, formant ainsi une nuée lumineuse autour d'elle que l'on appelle chevelure. C'est cette chevelure que nous percevons comme une queue lorsqu'elle se déplace. Et les conséquences de leur impact sont beaucoup plus extrêmes. Quand nous achevons une année galactique, les objets glacés du nuage de Oort sont poussés vers toutes nos planètes. Et lorsque nous pénétrons dans les grands bras spiraux de notre galaxie, la tempête de comètes débute. Les comètes sont beaucoup plus rapides que les astéroïdes. Lorsqu'elles frappent la Terre, elles créent d'énormes impacts et de gigantesques cratères. L'énergie dégagée par ces impacts peut faire fondre de vastes portions de la croûte et du manteau terrestre. La roche en fusion remonte alors à la surface pour y flotter. En refroidissant, elle se solidifie et forme une nouvelle croûte. Au fil du temps, ces morceaux de croûte peuvent fusionner et s'agrandir à mesure que davantage de magma solidifié s'y attache. En bout de compte, tout cela forme de grands continents. Ainsi, une fois par année galactique, lorsque les comètes commencent à frapper la Terre plus souvent, elles modifient profondément la structure de la Terre et contribuent à la création de nouvelles masses terrestres. Une autre preuve de ce phénomène est la présence de couches de sphérules, de petites particules rondes créées par la matière projetée lors des impacts. Lorsque nous les examinons, elles correspondent également à ce cycle temporel. Les couches de sphérules sur notre planète se sont formées précisément lorsque la Terre traversait les bras spiraux de la Voie lactée. Et la plupart d'entre elles sont apparues il y a un peu plus d'1 milliard d'années. Il existe de nombreux cycles qui influencent notre planète. Par exemple, les cycles de Milankovitch, qui nous indiquent comment l'orbite et l'inclinaison de la Terre changent au fil du temps. Cela affecte le climat de la planète. Mais ce nouveau cycle de 200 millions d'années est d'un tout autre acabit. Nous pensions autrefois que les continents ne se formaient qu'à cause de phénomènes internes à notre planète. Et peut-être que les astéroïdes y ont également joué un rôle. Mais à présent, il semble que les continents soient nés et façonnés grâce à la Voie lactée elle-même. Les scientifiques veulent maintenant étudier ces anciens dépôts minéraux pour vérifier cette hypothèse. Si elle se confirme, cela pourrait signifier que nous nous rapprochons d'une intense période d'activité géologique. Les continents pourraient commencer à se remodeler, voire même à se rassembler pour former un nouveau supercontinent. Les continents de notre planète ressemblent aux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et ce n'est pas qu'une coïncidence. Il y a des millions d'années, ils formaient un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était autrefois une masse terrestre pleine de créatures uniques, comme le Tanystrophus au long cou, le Lystrosaurus dépourvu de dents, et le Drepanosaurus, une sorte de reptile aviaire. Mais le sol sous nos pieds est toujours en mouvement, flottant sur le magma comme des légumes dans une soupe brûlante. Et c'est ainsi que, finalement, la Pangée s'est disloquée. Cependant, ce n'était pas le seul supercontinent de notre histoire. Ce cycle de recomposition et de séparation se produit assez régulièrement, comme chez certains couples toxiques. Cela se produit généralement tous les 200 à 600 millions d'années. Donc oui, tous nos continents actuels se rassembleront de nouveau un jour. Nous appellerons cela la Pangée Proxima, la Pangée Ultima, ou simplement l'Amasia. Tout ça pourrait se produire lors de la prochaine année galactique. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont cela pourrait arriver. L'Afrique pourrait fusionner avec l'Europe, et l'Australie pourrait se déplacer vers le nord en direction de l'Asie. La vie sur cette Pangée 2.0 serait difficile. La plupart des gens acquéreraient probablement une peau, des cheveux et des yeux foncés. Nous vivrions alors près de l'équateur et le long des côtes, car le climat y serait plus agréable et plus clément. Le centre serait quant à lui effrayant, chaud et aride, constellé de déserts. Il y aurait une langue commune et des traditions partagées. En général, un tel événement tend à rapprocher les gens, sans mauvais jeu de mots. Toutefois, cela signifierait aussi que si un conflit éclatait quelque part, nous en subirions toutes les conséquences. De plus,
Toute crise sanitaire pourrait affecter l'ensemble du continent. Et prions pour qu'aucun gros astéroïde ne nous frappe cette fois-ci, car cela serait assurément notre perte. Naturellement, le mouvement des plaques tectoniques engendrera de nombreux cataclysmes. Mais il est possible que les humains ne vivent même plus sur Terre à ce moment-là. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs de Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire.
également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure.